Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'émission On passe à l'action sur Radio Grand Lac 92.1. Quel plaisir de vous retrouver pour cette émission-là. On va parler aujourd'hui d'un sujet d'actualité puisque pour celles et ceux qui lisent la presse économique, eh bien on assiste en France et en Europe à une concentration des différentes entreprises, c'est-à-dire que l'on voit de plus en plus des TPE, très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises se faire racheter par des grands groupes ou simplement des PME qui ont envie d'aller de l'avant et faire ce que l'on appelle de la croissance externe. Alors aujourd'hui, face à ces dirigeants qui sont en phase de vendre à des grands groupes bien armés, bien structurés, avec des idées bien au clair, eh bien nous avons décidé avec mon invité de ce jour, que je vais vous dévoiler dans quelques instants, de vous donner quelques astuces, quelques points importants pour gérer ces processus de cession d'entreprise. Alors avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur et la fierté d'accueillir Charlotte Sonnet, avocate de Fidal, qui est présente notamment à Mâcon. Bonjour Charlotte. Bonjour Fabien, bonjour à toutes et à tous. Alors Charlotte, comme je sais que tu es une fervente auditrice et tu fais bien de Radio Grand Lac et notamment de On passe à l'action, et tu sais bien que dans cette émission on aime le pratico-pratique. Alors on va prendre un cas ensemble, si tu le veux bien, d'un dirigeant sur lequel qui a cette problématique-là et qui se retrouve dans le schéma où il est approché par un grand groupe. Alors notre client d'aujourd'hui, l'heureux élu, j'ai envie de dire, s'appelle Paul. Il a 42 ans, il est célibataire et il a eu 2 enfants d'une précédente union. Un petit Enzo de 27 ans, majeur, à qui nous passons le bonjour, et un mineur de 13 ans, Mathieu, à qui nous fêtons également son joyeux anniversaire aujourd'hui. Alors, ce Paul a une particularité, c'est qu'il est chef d'entreprise et qu'il est minoritaire, c'est-à-dire qu'il détient une participation inférieure à 51% dans un grand groupe, dans une PME, petite et moyenne entreprise de la région. Cette participation a été valorisée par son expert comptable, mais aussi par un tiers dont on va discuter, à 5,4 millions d'euros. Ce qui veut dire que notre pôle national, vous ne le connaissez pas, mais vous allez apprendre à l'aimer dans cette émission, il est face à un enjeu majeur, réaliser une partie de la cession de son entreprise pour un montant significatif. Rajoutons que Paul n'a jamais fait de donation à ses enfants et que Paul, pour sa fonction de directeur général de l'entreprise, touche environ 120 000 euros. Alors, vous l'avez compris, Paul est venu me voir, banquier privé de son état, votre serviteur, parce qu'il a été approché par un grand groupe. Et donc, naturellement, je propose à Paul, comme toujours, de se rapprocher d'un avocat de qualité de mon carnet d'adresses. Et donc, j'ai pensé à Charlotte. Alors Charlotte, première question, Paul, en phase de réaliser peut-être l'opération de sa vie, pourquoi devrait-il faire appel à un avocat dans ses premiers pas de la négociation, puisque, rappelons-le, Paul a été approché par un grand groupe, mais sans écrit. Il s'agit juste de discussions informelles. Alors, Charlotte, tout simplement, pour tous nos auditrices et auditeurs, à quoi pourrais-tu servir et à quoi sers-tu dans cette opération ? Merci Fabien et merci pour cette belle mise en relation. C'est toujours un plaisir d'accompagner nos chefs d'entreprise dans la réalisation de leur patrimoine et de leurs projets professionnels. J'aimerais juste rajouter avant de répondre à cette question que Paul, en fait, il a aucun autre patrimoine à côté de son entreprise et que cette cession, en fait, ça va être le début d'une nouvelle vie éventuellement, avec éventuellement ses amis, sa famille, ses enfants, et qu'il aimerait réaliser une opération de manière sereine qui lui permet de profiter du reste de sa vie, parce que rappelons-le, Paul n'a que 42 ans, donc il a encore plein de belles choses à vivre par la suite. On est jeune quand on a 42 ans, je suis tout à fait d'accord avec toi Charlotte. Et nous intervenons avec grand plaisir pour accompagner nos clients et notamment Paul dans le cadre de la cession d'entreprise, puisque, comme tu le disais, cela constitue l'opération d'une vie et que ça n'arrive dans quasi la totalité des cas qu'une seule fois. Et donc, faut pas se louper.
faut bien choisir ses conseils. Exactement. Et rappelons-le, le chef d'entreprise, par nature, il n'est pas préparé à ce genre d'opération. Il n'est pas préparé à affronter cet événement et il a besoin d'être accompagné. D'autant plus que pendant cette période, pour que sa société soit vendue et valoriser le prix donc en tout cas pour sa participation, 5,4 millions d'euros, il faut qu'il continue à faire tourner cette entreprise. Il faut qu'il continue tous les jours à être sur l'opérationnel, à gérer ses équipes, à gérer ses clients, ses fournisseurs et à faire tourner son entreprise. Ce qui, rappelons-le, lui prend d'habitude toute son énergie et tout son temps. Donc plus encore. Et plus encore. Donc nous sommes là avec différentes compétences pour l'accompagner dans le processus de cession. Les avocats disposent de plusieurs flèches à leurs arcs pour accompagner et conseiller les clients. Et notamment 3 grands points: les compétences différentes que nous allons apporter à ce dirigeant d'entreprise, l'objectivité dont nous allons faire part, et également le réseau dont nous allons pouvoir faire bénéficier Paul et les différents clients. Ok. Sur les compétences, particulièrement, 3 grands points. Première compétence sur la structuration de l'opération globale. Nous avons la capacité de prendre de la hauteur. Sur les différents points de vigilance également, nous avons l'habitude de gérer ce genre d'opération. Nous avons l'habitude de grandir dans cet écosystème. Donc nous allons pouvoir guider et accompagner le client en fonction de la nature de son entreprise, du client et de ses objectifs. Et enfin, sur l'anticipation de tous les divers sujets à traiter. Effectivement, Fabien, les 2 mots-clés sur lesquels j'aimerais vraiment insister pendant cette intervention sont les mots anticipation et accompagnement. C'est vraiment notre mot d'ordre pour que l'opération se passe de manière sereine pour le client et que l'on n'oublie rien tout au long du processus de cession. Alors Charlotte, 5,4 millions, c'est un gros montant. Il est approché par un grand groupe qui, comme on l'a dit, est habitué à ce genre d'opération. Si tu devais donner quelques points de vigilance à Paul sur cette opération, et si tu devais notamment en choisir un, même si évidemment la liste est non exhaustive et pas forcément représentative, qu'est-ce que tu pourrais donner à Paul comme point de vigilance déjà dans le début, parce qu'il va commencer à parler avec ce grand groupe. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui donner comme conseil et qu'est-ce que tu vas lui dire pour commencer? À part de signer ta lettre de mission, ce qui évidemment est un bon début. Ce sur quoi il faut qu'on avertisse le client et ce pourquoi ils ne sont pas du tout habitués, et c'est totalement normal, c'est que quand ils vont être approchés par un grand groupe, ils vont commencer à parler business. Ils vont commencer à parler de comment est-ce qu'on peut collaborer demain, ou alors qu'est-ce que va devenir mon entreprise demain si je vous la vends. Et on va parler business, on va parler pragmatique, on va parler objectif, opérationnel, etc. Donc en fait les négociations vont commencer à se mettre en place tout doucement, sans que n'intervienne aucun sujet juridique, fiscaux ou autre. Et en fait, ce dont ne se rend pas forcément compte le client, c'est que les négociations ont déjà lieu, ils commencent à se mettre d'accord sur des points, et puis là, le grand groupe va lui proposer de lui adresser une lettre d'intention, ou dans laquelle ils vont rappeler un peu le contexte, ce qu'ils vont éventuellement faire de l'entreprise, ce qu'ils vont lui proposer, etc. Et puis, la deuxième partie de cette lettre d'intention, en fait, ce sont des termes juridiques. Et là, le client, lui, va vraiment se focaliser par nature, et c'est totalement normal, sur le contexte, en disant, OK, c'est bon, je fais confiance au grand groupe, je vais signer ce document-là. Il est impérativement nécessaire que le client soit conseillé en amont de la signature de ce document-là, parce que certes le contexte va lui plaire, certes les opérations qui vont se passer de manière opérationnelle vont lui convenir, mais par contre il faut impérativement qu'un conseil relise ce document avant la signature, parce que ce document, la lettre d'intention, l'engage déjà sur les négociations à venir, et tout ce qui sera signé en amont va en fait déterminer la suite de l'opération, les directions qu'elle va prendre. Et il sera très difficile de revenir sur des points qui ont été acceptés à ce moment-là. Alors exactement, c'est très intéressant ce que tu soulignes, parce que c'est souvent quelque chose, et on le voit bien dans les opérations qu'on traite ensemble, qui est sous-estimé, c'est que dans ce genre d'opération, en résumé, tout ce que vous allez dire ou écrire va être retenu contre vous. C'est-à-dire que, comme tu le dis, si on accepte un prix, si on accepte une modalité de calcul du BFR, besoin de fonds de roulement, peut-être que pour vous c'est anodin, mais en tout cas pour le grand groupe et pour la suite des négociations, ça ne le sera pas. Alors j'aimerais qu'on revienne sur un point, Charlotte. Justement, tu disais, et à juste titre, la lettre d'intention, finalement, c'est le pistolet qui lance le départ de la négociation, c'est-à-dire qu'on va vraiment lancer la course. Et en quoi cette lettre d'intention, finalement, elle va, suivant sa rédaction, être plus ou moins facilitatrice pour toi dans la négociation face à un client? Qu'est-ce que ça t'apporte que les textes soient plus ou moins écrits ou moins bien écrits? Qu'est-ce que ça va changer concrètement, par exemple, dans la phase d'après le protocole de cession?
Alors, il y a 2 grands points à retenir. La première chose, c'est ce que tu disais de manière très pertinente. Tout ce qui sera écrit sera retenu contre vous, mais tout ce qui ne sera pas écrit va aussi donner lieu à de ferventes négociations par la suite. Exact. Et tout ce qui ne sera pas écrit non plus va potentiellement faire capoter le deal par la suite si jamais en fait on se rend compte que des éléments essentiels n'ont pas été négociés en amont. Et donc nous, les conseils, on va se fonder donc sur cette lettre d'intention qui répertorie en fait les principaux points. Donc ça va être le prix, ça va être éventuellement ce qu'on appelle dans notre jargon la garantie d'actifs et de passifs, ce qui est un vaste sujet très important parce qu'en fait c'est un outil qui va pouvoir permettre à l'acquéreur de revenir chercher le vendeur même après la cession. Donc c'est très important que ce soit très bien négocié, que chacun comprenne aussi. Là aussi où ce que j'aime dire à mes clients, c'est que c'est bien d'écrire les choses, mais il faut que vous les compreniez et que vous en soyez d'accord. Quand vous relisez un document comme une garantie d'actifs et de passifs de but en blanc, ça vous donne un peu la nausée. Mais nous, on est là, voilà, pour écrire ce sur quoi vous vous êtes mis d'accord et de manière efficace pour que la transaction soit sécurisée. Alors j'aimerais qu'on revienne sur ce point de la garantie d'actifs passifs parce que je pense que c'est quelque chose de très important dans les négociations actuelles. Alors je vais me permettre de paraphraser ce que tu viens de dire et puis après on va revenir dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jour du closing, le jour de la vente, vous touchez une somme sur votre compte. En l'occurrence ici 5,4 millions d'euros brut de fiscalité. La garantie d'actifs passifs, c'est la partie de cette somme-là, 10, 15, 20, 30%, qui peut être rappelée, donc récupérée par le vendeur, suivant un certain nombre de conditions et notamment si des préjudices préalables à la cession venaient à être constatés. Alors sur ce point-là, on va en parler, mais on va en parler après la pause, Madame Sonnet. On vous dit à tout à l'heure pour une explication de ce qu'est la garantie d'actifs passifs par Charlotte Sonnet de Fidal. Les clés pour valoriser son patrimoine et créer de la valeur, on passe à l'action avec Fabien sur Radio Grand Lac. Allez, de retour pour on passe à l'action sur Radio Grand Lac 92.1 où nous sommes en train de traiter le cas de Paul, dirigeant d'entreprise minoritaire de 42 ans qui est en train de céder sa participation à un grand groupe pour 5,4 millions. Paul a été approché par ce grand groupe qui lui a notamment proposé une garantie d'actifs passifs, en tout cas qui a été approché via une lettre d'intention soumise à son avocate Charlotte Sonnet de Fidal. Et dans cette lettre d'intention, nous trouvons une garantie d'actifs passifs de 1,5 million. Alors Charlotte, garantie d'actifs passifs, est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà ce que c'est ? Parce que j'ai donné une explication empirique, une explication de banquier privé, mais on aimerait évidemment, auditrices et auditeurs de cette radio, écouter ton point de vue et ta définition d'une garantie d'actifs passifs. Effectivement, Fabien, garantie d'actifs et de passifs, c'est un mot un peu barbare. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que une société, pendant toute la durée de l'activité, en fait, elle a vécu. Elle a eu des salariés, elle a eu une activité, elle a eu des fournisseurs, des clients, elle a eu des créances et des dettes envers l'URSSAF, envers l'administration fiscale. Et tout ça, en fait, dépend de la gestion des dirigeants. Et si les dirigeants d'entreprise n'ont pas fait correctement leur travail ou de manière complètement involontaire, il y a eu des erreurs, des éléments qui sont passés à la trappe, eh bien, la société reste responsable de ces éléments-là pendant une durée qui va dépendre en fonction de la nature de la créance ou de la dette, en gros de 3 à 5 ans. Donc ça veut dire que le moment où le grand groupe va racheter la société, pendant entre 3 et 5 ans, elle va pouvoir être rattrapée par la patrouille. Par exemple, prenons l'exemple de l'administration fiscale qui va venir faire un petit contrôle et dire attention, là la TVA elle a été mal déclarée, donc on vous fait un rappel, admettons de 200 000 euros. Et l'acquéreur, lui, il a racheté la société à un prix et il se dit moi la société je l'ai évaluée à 5,4 millions, enfin en tout cas voilà la participation à 5,4 millions. Or cette dette de 200 000 dont je n'étais pas informée. Donc, je considère que la valeur de la société, c'est plus 5,4 millions, mais c'est 5,2 millions. En fait, la garantie d'actifs et de passifs, elle est là pour protéger l'acquéreur par rapport à ce risque-là. Et quand elle a été bien négociée, bien rédigée, l'acquéreur va pouvoir revenir voir le vendeur pendant une durée aussi qui sera fixée dans cette garantie d'actifs et de passifs, en disant attention, votre gestion là, il y a eu un petit problème. Les 200 000 euros, moi je les ai payés dans mon prix de cession, donc en fait, je considère que je vous les dois plus. Donc il va falloir que vous me les remboursiez. Aïe aïe. Donner ses données, reprendre ses volets pourtant. Exactement. Et c'est sauf pour les garanties d'actifs passifs du coup. Exactement. Et c'est là où il faut que Paul soit absolument bien informé et que les garanties et les clauses de cette gap soient bien négociées parce que ça peut arriver. On n'est jamais à l'abri de quelque chose qui soit passé à la trappe.
Et puis, comme tu le dis, et comme le dit la Bible, il faut jamais placer quelqu'un dans une position où il peut pécher. C'est-à-dire que là, j'imagine que Charlotte, il y a peut-être des points précis dans la rédaction et dans la convention de garantie d'actifs passifs sur lesquels il faut être hyper vigilant, qu'il faut le soumettre à son avocate pour éviter justement de se faire rappeler. Parce que tu as donné l'exemple, à juste titre, de l'URSSAF et de la TVA, mais on peut aussi avoir un vendeur de mauvaise foi. Tout à fait. Enfin, un acquéreur, de mauvaise foi. Le vendeur n'est jamais de mauvaise foi. Mais l'acquéreur peut être de mauvaise foi. Et donc, s'il est de mauvaise foi, qu'est-ce qu'on va se mettre comme garde-fou dans la convention de garantie d'actifs passifs pour évidemment payer ce qu'on doit si on a fait une erreur? Quelque part, c'est notre responsabilité. Mais en même temps, protéger notre vendeur pour éviter qu'il soit parasité par des problèmes extérieurs. Alors, qu'est-ce que tu proposerais, en tout cas, pour notre ami Paul? Le cas le plus embêtant et le moins sympa pour le vendeur, c'est que l'acquéreur, il vienne sonner à la porte à chaque fois qu'on a une petite facture de 500 €, 1000 €, 2000 €, qui arrive et qu'on lui dise vous me la devez, mais elle était antérieure à la vente. Et du coup, dans ce cas-là, l'acquéreur, il peut aller tout le temps toquer à la porte du vendeur tous les jours. Donc, admettons, Paul a 42 ans, il va avoir une nouvelle activité dans un domaine potentiellement complètement différent, et il va devoir à chaque fois revenir dans cet état d'esprit en se disant ok, là il y a 500 €, il y a 1000 €, il y a 2000 €. Donc c'est des choses qui vous ramènent à votre passé finalement et qui vous empêchent de passer à autre chose. Donc ce qu'on peut envisager dans ces cas-là, surtout pour des garanties d'actifs et de passifs sur des montants importants, c'est que on va fixer des seuils ou des franchises de déclenchement. C'est-à-dire, si on fixe un seuil, par exemple, à 10 000 €, l'acquéreur ne pourra pas venir chercher et embêter le vendeur pour des sommes. Alors, c'est toujours là où il y a la petite nuance, c'est est-ce que ce sont dans l'année des dépenses au total qui sont supérieures à 10 000 € ou est-ce que si c'est chaque dépense de 10 000 €. Voilà, il y a plein de petites astuces comme ça où notre rôle, c'est de faciliter un peu la vie du client en lui exposant de manière claire, simple et rapide. Demain, qu'est-ce que vous aimeriez et qu'est-ce que vous n'aimeriez pas vivre dans cette situation et qu'est-ce qui vous mettrait mal à l'aise? Exactement, et ça c'est vraiment un point très important parce que d'un point de vue banquier, pour que nos auditrices et nos auditeurs le comprennent, et d'un point de vue plus général en fait, pourquoi on a autour de la table un banquier d'affaires, un banquier privé, un avocat, un notaire, un expert comptable, c'est que chacun a son sujet de prédilection. Et ce qu'il faut bien entendre aujourd'hui, c'est qu'on a des grands groupes qui sont dans des opérations de croissance externe, qui donc pour les financer vont mettre en place des emprunts et donc des charges à décaisser assez importantes, et il ne faut pas que dans la lettre d'intention ou dans le protocole de cession, il y ait quelque chose qui permette à l'acquéreur, même s'il est de bonne foi, de faire de notre vendeur, de notre TPE, de notre chef d'entreprise, une variable d'ajustement. Et c'est là où le rôle, effectivement, d'une avocate est décisif, ou d'un avocat est décisif, comme tu viens de le dire, Charlotte, parce que le diable se joue dans les détails, et c'est comme ça que l'on va sécuriser une opération. Il y a le prix, et il y a aussi la tranquillité, parce qu'on a parfois des dirigeants, et c'est bien normal, qui veulent vendre et avoir le repos du guerrier. Alors Charlotte, quelques dizaines, voire centaines d'opérations de cession d'entreprise à ton actif. Si tu devais nous choisir parmi toutes ces opérations-là, un point de vigilance, un facteur clé de succès de ces opérations, quel serait celui ou celle que tu dirais à Paul? Parce que quelque part, Paul, quand il vient te voir, il signe une lettre de mission avec toi. Donc, il signe par rapport à une personne, une personnalité, un caractère, des compétences, mais il signe aussi pour une expérience. Donc, du coup, qu'est-ce que tu auras envie de dire à Paul pour le rassurer sur le fait que tu es la bonne avocate sur ce dossier pour lui? Quel point de vigilance tu auras envie de lui porter donc, quel point de vigilance tu aurais envie de lui porter à sa connaissance? Paul, quand il est venu nous voir à plusieurs reprises, il nous a énormément parlé de ses enfants. Il nous a surtout dit que en fait, il faisait tout ça pour ses enfants. Enzo et Mathieu. Enzo et Mathieu, exactement. On les a jamais rencontrés, mais on a l'impression de les connaître. Il nous en a beaucoup parlé et il nous a dit que même à 42 ans, tout ça, il le faisait pour eux. Et ça, donc on a compris que c'était, et on l'a identifié comme objectif numéro 1 pour Paul. Et là où on va être décisif sur le sujet, c'est qu'on va pouvoir l'accompagner aussi dans l'après. Dans l'après, parce que Paul, il va avoir besoin d'un peu de liquidité pour continuer à vivre, mais il veut également préparer les études, la vie future de ses enfants. Et il va y avoir une question d'anticipation de la transmission. Pour plein de raisons différentes, c'est très important que Paul nous ait parlé de ce sujet-là en amont, pour qu'on puisse l'accompagner, lui faire comprendre que c'est possible, qu'il a des outils, nous avons des outils, pour transmettre de l'argent
en amont pour permettre à ces enfants de continuer de leur vie. Et tout ça... Alors, je te coupe juste du coup parce que Paul, qu'est-ce que tu as envie de porter comme point technique à la connaissance de Paul? Parce que on est d'accord, toi et moi, on travaille avec des dirigeants d'entreprise depuis un certain nombre d'années et on sait bien que notre rôle finalement, à la fin de la journée, c'est de donner le cadre, les règles du jeu, de les faire comprendre pour que le dirigeant qui a l'habitude de prendre des décisions nombreuses et variées dans sa journée, eh bien, il soit capable de prendre la bonne. Alors, quand Paul vient nous voir, et c'est vrai, et qui nous dit que justement la question de la transmission est importante pour lui, quels sont les points que tu as envie de lui dire pour déjà justifier la stratégie qui va être mise en place, mais aussi peut-être pour l'éclairer sur ses choix à venir? La première chose, c'est la chose celle qui bouleverse le plus nos clients, c'est qu'en fait, et qui surtout les intéresse le plus, c'est que au-delà de l'opération de cession, ils vont nous dire, ok, demain je vends, combien ça va me coûter? Demain, je transmets, combien ça va me coûter? Et il ne parle pas de tes honoraires, on est d'accord. Exactement. Et notre rôle, dans un premier temps, ça va être de faire un audit et de lui calculer, simuler, en fonction de tous les éléments du passé et de sa situation personnelle, de simuler combien ça va lui coûter et ce qui va lui rester dans la poche à la fin. Et le deuxième élément sur lequel Paul et les dirigeants d'entreprise qui veulent transmettre à leurs enfants sont également très sensibles, c'est que on est toujours un peu oiseau de mauvais augure, mais c'est pas parce qu'on l'anticipe et qu'on y pense que ça va arriver. En fait, on va mettre le dirigeant dans une situation de difficulté, c'est qu'on va lui dire, ok, demain, Paul, si vous décédez, voilà ce qui va se passer. Et je suis désolée de vous le dire, mais vos enfants ne seront pas en mesure de conserver le patrimoine parce qu'ils ne pourront pas payer les droits de succession. Les fameux droits de mutation à titre gratuit. Et donc, nous faisons une dédicace à tous les notaires qui nous écoutent, puisqu'évidemment, droit de succession ou droit de donation, c'est droit de mutation à titre gratuit. Alors justement, Charlotte, sur ces droits de mutation à titre gratuit, en France, ça coûte combien là pour Paul? Si demain, il lui arrive quelque chose, en pourcentage, ça lui coûterait combien à peu près? Ça coûterait combien, à ses enfants, Enzo et Mathieu, de récupérer son patrimoine? Puisque tu disais justement, ça coûte une succession, j'aime bien faire des simulations. Alors combien ça coûterait à peu près? Alors, en France, la plus grosse partie du patrimoine qui va être taxée, elle va être taxée entre 20 et 40%. 45%, pardon. Et on arrive très rapidement à la tranche à 30%, voire même à 45%. Il existe des outils pour anticiper et potentiellement diminuer un peu cette note, on va dire. C'est aussi pour ça qu'il est important pour nous d'anticiper ce sujet-là, de mettre en place des opérations en amont et de ne pas attendre que la cession soit faite, que Paul ait touché son prix de cession et qu'on se dise ok, j'arrive à 60 ans, j'ai un peu d'argent de côté, j'ai ma maison, qu'est-ce que je fais pour mes enfants? D'accord, très 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 intéressant. Alors justement sur la question de la transmission, Paul nous avait dit, il nous avait mentionné, donc il y a la partie fiscalité, donc où on peut effectivement diminuer la note parce que, alors même si on raisonne sur du brut alors que ça serait du net, mais on comprend bien que 30% de 5,4 millions, ça fait un peu de liquidité à payer pour les enfants, ça ferait 1,5 million. Là, j'ai 2 enfants, alors on l'a peut-être pas précisé au début de l'émission, mais c'est 2 enfants de mères différentes. Si demain il arrive quelque chose, imaginons que Paul ait acheté un peu d'immobilier, qu'il ait un peu de placement financier chez son banquier privé préféré, qu'il ait conservé aussi dans sa banque de réseau un peu de liquidité. Quelle serait la manière dont vont interagir Enzo et Mathieu sur ce patrimoine-là s'il ne fait rien? Parce que quelque part, Paul, quand il parle d'anticiper la transmission, tu l'as dit, c'est mettre à disposition de l'argent pour que chacun puisse mener son projet, qui peut être un projet d'études ou un projet d'investissement et ou les deux, voire professionnel. Alors, comment on peut agencer, enfin déjà, qu'est-ce qui se passe si on n'a rien prévu? Et ensuite, comment on peut agencer un petit peu les choses pour éviter qu'il y ait des tensions entre les deux? Parce que 5,4 millions, c'est une somme qui peut amener des personnes à se tendre, dirons-nous. Si Paul ne fait rien, on va assister par nature à des situations inconfortables pour ses enfants. Ses enfants, Enzo et Mathieu, sont ses seuls héritiers. Rappelons-le, Paul est célibataire. Demain, si Paul devait décéder et qu'il ne s'est rien passé, ses enfants vont se retrouver en indivision sur l'intégralité des biens. Admettons que Paul ait acheté une maison, les enfants vont avoir chacun la moitié de la maison. On va couper les fenêtres en deux, on va couper le téléphone en deux. Et en fait, s'ils s'entendent pas, même s'ils s'entendent, dans tous les cas, on a toujours des petits sujets d'achoppement. Et s'ils s'entendent pas, c'est la catastrophe parce que s'il y en a un qui veut vendre parce qu'il a besoin de liquidité et l'autre veut
par exemple le mettre en location, en fait ça va être bloqué et on assiste au dysfonctionnement et au désaccord qu'on connaît tous dans les successions qui se passent mal. Alors indivision, c'est comme une copropriété si on simplifiait pour nos lecteurs, pour nos auditrices et auditeurs, et pour encore une fois les notaires qui nous écoutent, qui doivent avoir fait un bond sur leur chaise quand ils ont entendu indivision égale copropriété. Mais que serait la vie sans une taquinerie régulière à nos amis notaires? Reprenons donc effectivement, situation où ils se trouvent ensemble sur un même patrimoine, avec quelque part l'obligation de s'entendre, sinon ils devraient brader le bien, si on le dit de manière un peu informelle. Et l'idée, du coup, c'est que Paul il va pas vouloir laisser ses enfants dans une situation encore inconfortable. Et si on lui dit rien, il va pas savoir qu'il peut faire autrement. Donc l'idée, c'est qu'on lui explose les différentes solutions pour permettre à ses enfants, rappelons-le, de 13 et 27 ans, donc qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs et qui n'auront jamais les mêmes objectifs au même moment de leur vie. Paul va pouvoir choisir ce qu'il va éventuellement allouer à l'un, à l'autre, différencier, faire des structures différentes qui vont accueillir éventuellement un peu d'argent. Enzo aura un projet d'acquisition de sa résidence principale, alors que Mathieu va devoir envisager la poursuite de ses études qui soulignons-le, coûte quand même un peu d'argent. Exactement, d'autant plus qu'il y en a un qui veut faire ses études aux États-Unis et l'autre qui a la bonne idée de vouloir s'acheter un chalet à Tignes, par exemple. Donc effectivement, ça c'est un point assez important, la question du maintien de la paix familiale. Alors Charlotte, sur la question de la transmission, donc on a parlé du premier point qui est important pour toi, qui était la question de la réduction de l'imposition. On a parlé du deuxième point qui était de dire attention, si on fait rien, on peut avoir des enfants avec des objectifs différents, des personnalités différentes, des projets de vie et des parcours de vie différents qui se retrouvent à un instant T sur un même bien. C'est pas une bonne idée. Et puis après, il y a le troisième point, il y a la question du financement de ces droits de succession, parce que imaginons que Paul ait la bonne idée d'investir la totalité de ses actifs dans un hôtel à Tignes. Si jamais il venait à décéder, se pose la question de comment les enfants pourraient payer le 1,5 million. Donc effectivement, c'est là où on va avoir un intérêt majeur, qui est celui d'aller voir son banquier privé pour trouver un schéma et considérer soit une assurance vie, soit éventuellement des crédits pour financer les droits de succession le moment venu. Et puis, pourquoi pas d'autres solutions, mais pour ça, il faudra écouter les prochaines émissions. Alors Charlotte, nous approchons de la fin de cette émission. Est-ce qu'avant de se quitter, il y a un point particulier que tu aimerais dire à Paul ? J'aimerais tout d'abord remercier et féliciter Paul d'être venu nous voir, d'avoir pensé à solliciter ses conseils, parce que c'est très agréable pour tout le monde de pouvoir réfléchir en amont. On laisse du temps premièrement à Paul pour réaliser ses objectifs, prendre du temps de discuter éventuellement avec ses enfants, son éventuelle compagne, et avec nous pour envisager les futures solutions qui s'adapteront à son cas. Eh ben écoute, merci beaucoup Charlotte pour cette émission et pour cette intervention. On approche de la fin, Charlotte. Toutes les bonnes choses ont une fin. Encore merci à Jean-Pierre à la technique qui a été comme d'habitude exceptionnel. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans pas longtemps, puisqu'à 17h45, je vais écouter une émission que j'adore, focus sur l'intelligence artificielle par Coralie. C'est le truc qu'il faut pas louper. Donc Charlotte, on sera devant notre poste radio à 17h45. Jean-Pierre, ça fera depuis un petit moment qu'il aura fini son émission et sa journée de travail, c'est-à-dire à peu près dans 20 minutes. Et on vous dit à tous une excellente fin de journée. Et c'était Charlotte Sonnet de Fidal et du cabinet d'avocats Fidal et Fabien Giroux sur Radio Grand Lac. À très vite, au revoir. Merci, au revoir. Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.